Je voudrais vous présenter d'une façon beaucoup plus pratique, je dirais, le rôle des facultés de médecine dans cet enjeu que constitue le développement de l'innovation et vous faire quelques propositions très pratiques sur la manière dont on peut aborder les choses. Alors, j'avais des diapositives. Pardon. Ce ne sont pas les bonnes diapositives, je pense Non. que là, ce sont les suivantes. Voilà. Donc oui, le rôle des facultés de médecine me semble tout à fait important dans le développement de l'innovation. Et qui dit d'innovation, et ça a été déjà dit, et j'en profite pour appuyer, parce que c'est ma conception aussi de la question, on ne peut pas imaginer d'innovation sans recherche. Et donc la première étape, me semble-t-il, est de former nos jeunes médecins à la recherche pour pouvoir avoir cette connaissance qui leur permet d'interagir avec les chercheurs des EPST et les enseignants-chercheurs des établissements hospitalo-universitaires et puis des autres universités, parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui, on ne peut pas faire de recherche tout seul dans son coin. Et donc, je pense que le premier enjeu pour une faculté de médecine, c'est de développer des cursus recherche précoces. Et là, on a un réel travail à faire parce que le système actuel n'est pas très satisfaisant. Le système actuel, il est finalement issu de ce qu'on appelait les maîtrises de sciences biologiques et médicales qui permettaient à des étudiants en médecine de suivre des UE d'enseignement de recherche au fil de leur cursus dès la deuxième année, en deuxième, troisième et quatrième année de médecine, et accumulaient finalement des UE pour avoir l'équivalence d'un Master 1, avec d'ailleurs une exigence qui était variable d'une faculté à l'autre. L'exigence la plus forte, à ma connaissance, étant la validation de 30 crédits. 30 crédits, c'était directement issu finalement de ce qui se faisait avec les maîtrises de sciences biologiques et médicales, puisque ces maîtrises, à l'époque, demandaient de valider 3 certificats qui correspondaient en gros à 300 heures d'enseignement. Et on a transposé 300 heures d'enseignement en 30 crédits. Et donc, cette formation au fil de l'eau n'est pas très satisfaisante dans la mesure où les étudiants, en général, ne voient pas très bien l'objectif final. Beaucoup abandonnent en cours de route. Et puis, ceux qui arrivent jusqu'au bout du cursus valident l'équivalent de leur Master 1 à la fin de leur 4e année de médecine, en plein 2e cycle, et s'arrêtent. Et ne poursuivent pas en Master 2. Et dans le meilleur des cas, reprennent un Master 2 au cours de leur internat, au plus tôt entre leur 2e et leur 3e année d'internat, mais plus souvent entre leur 3e et leur 4e année, voire maintenant, comme c'est possible, tout à fait en fin d'internat. Et on a un décalage très important entre la formation de Master 1 et la formation de Master 2, qui induit une perte de temps, sachant qu'en plus, beaucoup d'étudiants, entre leur Master 1 et leur Master 2, évoluent dans leur vision des choses, et finalement, lorsqu'ils veulent faire un Master 2, se voient opposer l'argument que le Master 1 qu'ils ont suivi 3, 4, 5 ans avant n'est pas en concordance avec les exigences du Master 2 qu'ils veulent faire. Et à ce moment-là, on leur redemande de faire des UE de Master 1. Donc on voit beaucoup de temps perdu, une efficacité du système qui est très mauvaise, et il est vraiment nécessaire de réfléchir à une refonte de cette vision. Sachant que, donc, à l'heure actuelle, dans le meilleur des cas, ils commencent leur thèse en cours de clinica. Alors l'objectif aujourd'hui pour moi au niveau d'une faculté de médecine, eh bien, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent et d'encourager les systèmes qui permettent d'augmenter le nombre d'étudiants qui peuvent acquérir une formation à la recherche pendant leurs études médicales et qui vont pouvoir valider un M2 avant l'entrée en 2e cycle. Alors, il y a plusieurs possibilités qui sont plus ou moins élitistes. Et sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est que les facultés de médecine ont un rôle absolument déterminant à côté des possibilités qui existent, notamment par le programme médecine-sciences de l'ENS, qui est très élitiste, qui recrute quelques étudiants tous les ans, l'école de l'INSERM, qui est relativement élitiste, avec quelques dizaines d'étudiants par an,
Et je pense que les facultés ont une place pour développer des cursus médecine-sciences intégrés en deuxième et troisième année de médecine, permettant non pas de valider 30 crédits, comme c'est demandé actuellement, mais de valider 60 crédits, autrement dit l'équivalent d'une année universitaire, et ainsi de pouvoir accumuler 240 crédits en 3 ans, autrement dit de valider 4 années en 3 ans, et de pouvoir être en mesure de faire un Master 2 entre leur premier et leur deuxième cycle. Et là, le Master 2 est faisable, parce qu'il y a une vraie césure entre le premier cycle et le deuxième cycle, et la validation du Master 2, à ce moment-là, devient quelque chose de tout à fait envisageable par les étudiants qui peuvent s'arrêter 1 an, ce qu'ils ne font pas en général entre la 4e année et la 5e année de médecine. Donc là, je pense qu'on a un rôle majeur à jouer en favorisant ces doubles cursus médecine-sciences dans nos facultés de médecine pour pouvoir augmenter de façon importante le nombre d'étudiants formés à la recherche. Le deuxième élément sur lequel nous devons travailler aussi, c'est le développement de la formation à la recherche clinique. Alors, la formation à la recherche clinique, elle existe dès le premier cycle et le deuxième cycle, mais elle a souvent été oubliée au moment où les étudiants en ont réellement besoin, quand ils commencent leur internat et quand ils vont participer à des protocoles. Et je défends l'idée qu'il faut intégrer dans les compétences transversales universelles qui vont être mises en place dans le cadre de la réforme du 3e cycle, qu'il faut intégrer ces formations à la recherche clinique qui peuvent, bien entendu, par définition, qui doivent intéresser tous les internes. Et donc, il faut les former à la méthodologie de la recherche, à la manière de poser une question, de concevoir un protocole, mais il faut aussi les former aux bonnes pratiques cliniques pour qu'ils puissent réaliser les protocoles, je dirais, dans les exigences de l'art. Il faut les former aussi aux biostatistiques. Alors, il ne s'agit pas d'en faire des biostatisticiens de haut niveau, mais il faut quand même qu'ils aient des bases en biostatistique, notamment sur, je dirais, les méthodes d'analyse les plus courantes. Et puis, il faut les former aussi à la communication et à la publication scientifique. Et il me semble très important de défendre cette formation et de la rendre quelque part obligatoire et comme, en tout cas, et ça c'est très clair, un prérequis indispensable pour accéder à un poste d'assistant chef de clinique. On ne peut pas envisager d'imaginer un candidat qui n'ait pas ses bases de recherche pour prendre un poste de chef de clinique. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, encore plus tard, je dirais dans le cursus, c'est la revalorisation des missions universitaires des CCAHU. CCAHU, c'est le premier stade des postes hospitalo-universitaires. En principe, ces jeunes médecins sont mi-temps universitaires, mi-temps hospitalier. Je dis bien en principe, car il est finalement assez rare d'avoir ce type de répartition. Et ceci me semble important de revaloriser ces missions universitaires, d'abord pour permettre le développement de la recherche dans nos CHU, pour permettre le développement de l'innovation, et puis aussi pour permettre une vraie différenciation par rapport aux assistants spécialistes. Ce sont des postes de nature différente, avec des missions différentes, qui doivent être recrutés sur des cursus différents et qui doivent avoir une implication universitaire forte. Alors ça, je crois que derrière, je dirais, ces grandes déclarations, il me semble important d'établir un contrat pédagogique et un contrat de recherche en début de clinica. Et ça, actuellement, c'est loin d'être généralisé. Et puis, la deuxième proposition que j'aurais envie de vous faire, c'est, compte tenu du fait qu'on a clairement une difficulté à valoriser cette partie universitaire dans le temps de ces chefs de clinique, c'est de formaliser le temps de travail de ces AHU avec l'identification de demi-journées universitaires d'enseignement et de recherche, comme c'est fait actuellement, vous le savez très bien, au niveau des internes. Je crois que tant qu'on n'aura pas formalisé les choses, on aura beaucoup de mal à avoir des chefs de clinique qui passent un temps universitaire et s'impliquent dans la recherche et l'enseignement comme on le souhaite. Et là, je fais un appel, je profite de ces assises hospitalo-universitaires pour faire un appel, je dirais, à l'ensemble de la gouvernance des CHU. Nous allons, nous doyens, avoir le besoin du soutien des DG de CHU et des présidents de CME pour faire passer ce message. C'est très clair que les doyens, on ne peut pas tout seul
je dirais, atteindre cet objectif. Et si vous êtes tous convaincus, comme je le suis, que la recherche est un élément absolument indispensable dans les CHU, il va falloir qu'on avance sur cette question-là. Le dernier point sur lequel je voudrais insister et qui a été beaucoup abordé dans le cadre de ces journées, c'est la création de dynamiques universitaires au niveau de chaque subdivision. Et là, je dirais, on a une chance absolument extraordinaire, c'est qu'on a une convergence de calendrier avec d'une part la création des GHT et d'autre part l'arrivée de la réforme du troisième cycle. Et tout ceci doit permettre de repenser l'implication des facultés de médecine au niveau des territoires, en établissant des projets pédagogiques concertés, je dis bien concertés, c'est très important, avec les centres hospitaliers de nos subdivisions, et ceci, bien entendu, sous la houlette de nos coordinateurs de DES. Alors, ces coordinateurs de DES doivent imaginer un projet pédagogique avec, bien entendu, la mise en place de formations théoriques, mais aussi de formations pratiques dans leurs services, mais aussi, bien entendu, dans les établissements de la subdivision, et l'évaluation des internes, et ceci de façon harmonisée, ceci de façon réfléchie, de façon commune avec leurs collègues des hôpitaux de ces subdivisions. Et il y a une attente, aujourd'hui, il y a une attente de ces praticiens des hôpitaux de subdivision pour participer à ce projet pédagogique. Le deuxième élément qui me semble important, c'est l'animation territoriale de la recherche, et ceci doit se faire dans les différentes spécialités, sous l'égide, me semble-t-il, des coordinateurs de DES ou des PUPH des disciplines. Il est clair que là aussi, il y a une demande et que nous devons répondre présent. En fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la faculté de médecine doit sortir de ses murs et doit aller vers les centres hospitaliers pour développer des liens forts avec ces centres hospitaliers qui sont demandeurs. Alors après, il y a aussi d'autres aspects, je dirais, de formation, notamment l'organisation de formation à la recherche clinique et aux bonnes pratiques cliniques pour les CH. Là encore, il y a des demandes. Il y a des demandes pour former les investigateurs, il y a des demandes pour former les ARC, les TEC, et il est clair que c'est notre rôle de formation. Et puis, je dirais, au-delà, et dans une ultime étape, il y a la mise à disposition des CH, des moyens du CHU pour, je pense notamment les moyens de la DRC, des moyens des CIC aussi. Les CIC ont un rôle très important à jouer pour faciliter la réalisation des projets de ces centres hospitaliers et faire en sorte qu'il y ait vraiment des échanges bilatéraux. Je pense que le système ne pourra pas fonctionner que si le CHU considère que l'hôpital de proximité est là pour lui fournir des patients, entre guillemets, mais il faut absolument que l'hôpital en question saisisse que le CHU et la faculté sont aussi là pour l'aider à développer ses propres projets. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le rôle des facultés dans le développement de l'innovation et de la formation à l'innovation et à la recherche. Merci Eric.